see the chemtrails coming out of the entrance here. Look at that. Ces avions qui laissent une traînée blanche dans le ciel, est-ce que c'est de la condensation ou est-ce que ce sont des produits chimiques? C'est une question qui fait de plus en plus jaser. On a même donné un nom à la théorie complotiste des chemtrails. Alors aujourd'hui, on va se pencher plus en profondeur sur la question. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. On entend donc souvent le mot chemtrails, chem pour chemical et trails pour traîner dans le ciel, versus contrails pour condensation. Ce mot fait terriblement réagir, alors on va s'en tenir à un mot plus scientifique qui est le terme géo-ingénierie. Si vous le voulez bien, on va définir ensemble qu'est-ce que la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, en fait, c'est ce qui rassemble toutes les techniques et pratiques à visée corrective de la pression des activités humaines sur le climat. Surprenamment, la géo-ingénierie, ça date pas d'hier, ça fait même plus d'un siècle qu'on en parle, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Et pourquoi on en parle autant ces temps-ci? C'est parce qu'il faut trouver une solution au réchauffement climatique anthropique, donc qui est causé par l'homme. C'est le discours du moins qu'on nous sert. Et pour trouver des solutions, ça prend des mesures assez drastiques parce qu'on fait face à quelque chose de cataclysmique. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Alors, dans les solutions proposées, on a l'ensemencement de nuages qui est pour modifier les saisons de pluie ou de sécheresse. On a aussi la fertilisation des océans pour, entre autres, créer plus de plancton. La séquestration du dioxyde de carbone, parce que c'est généralement l'ennemi numéro 1 quand on parle du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre. Mais celui dont on parle le plus, c'est la gestion du rayonnement solaire. Le but de ça, c'est de créer une sorte de voile en mettant des aérosols dans la stratosphère. Et ce voile-là serait réfléchissant, donc avec des nanoparticules qui créent un effet de miroir, par exemple de l'aluminium. Et les rayons du soleil viendraient taper sur ce voile et se reflèteraient dans l'espace au lieu de venir surchauffer la planète et continuer de contribuer au réchauffement climatique. Quand on parle de gestion du rayonnement solaire, on nous donne souvent l'exemple du Pinatubo, le volcan qui a fait une grosse éruption volcanique en 1991 aux Philippines. C'était d'ailleurs une des plus grosses éruptions volcaniques du dernier siècle, sinon la plus grosse. Et on a relevé par la suite que la température du globe avait chuté d'environ 1 degré. Donc, on s'est dit, Eureka, il faut qu'on reproduise cette opération de façon purement mécanique et par la main de l'homme. C'est toujours bon quand l'homme se prend pour Dieu, ça ne pourrait que bien aller. Where once you know how to put a kind of aerosol in the stratosphere, then an incredibly small amount of money allows you to manipulate the whole planet's climate. It gives humans enormous godlike power. Le projet dont on entend le plus souvent parler dans les dernières années, très récemment, il y a Bill Gates qui a subventionné un projet en collaboration avec Harvard qui s'appelle ScopeX et le but, c'est de reproduire le Pinatubo. Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution. Il y a aussi d'autres programmes. Dernièrement, le Royaume-Uni nous a annoncé qu'il allait lancer un programme subventionné par le contribuable à raison de 50 millions de livres pour essayer de faire de la gestion de rayonnement solaire. Bien entendu, ça pose problème parce qu'il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de citoyens qui relèvent le fait qu'on ne connaît pas les dangers potentiels. Ils sont très peu étudiés. S'ils ont été étudiés, en tout cas, on ne nous a pas vraiment révélé les résultats de ces études-là, mais on peut se douter que mettre des produits chimiques dans l'atmosphère au niveau global, mais vraiment à l'international, enrober le globe d'un voile, et jouer avec le climat, il me semble que c'est assez facile de déduire que ça pourrait avoir des résultats catastrophiques sur l'environnement et le vivant. As a wildlife biologist, I've been watching the ecosystem collapse. When you lose all your stream organisms, when you have aluminum overload in your streams,
you're killing your microbial bacteria, and you're disrupting the entire ecosystem. So it goes way beyond just a little bit of pollution. Donc, vous pourriez dire, oui, mais c'est hypothétique, tout ça, en principe, ils ne le font pas, c'est vrai. Mais maintenant, il faudrait qu'on parle de certaines traces qui ont été laissées dans l'histoire pour qu'on puisse se faire une tête réelle sur comment le gouvernement a tendance à agir quand il fait des choses qu'il n'a pas vraiment le droit de faire. Donc, on va parler du 2001 Space Preservation Act. Donc, l'année le dit, c'est sorti en 2001. Ça a été déposé, c'était un projet de loi qui a été déposé par le démocrate Dennis Kucinich. Et ce projet de loi visait à contrôler l'armement spatial. Et donc, il mentionne une liste exhaustive d'armes exotiques. Et dans cette liste, il est écrit chemtrails. ELF, ULF, donc Extremely Low Frequency, ULF, c'est pour Ultra Low Frequency, donc les fréquences extrêmement basses et ultra basses, des armes tectoniques et des armes extraterrestres. Oui. Ce projet-là a été rejeté, sans grande surprise, et il a été remanié. Il est revenu en 2002 pour faire sensiblement le même projet de loi, sauf qu'on avait enlevé la liste d'armes. Donc, les chemtrails n'existaient plus dans le projet de 2002. En entrevue avec le journal Columbus Alive, le démocrate Kucinich se fait poser la question, mais pourquoi vous voudriez faire un projet de loi sur quelque chose qui n'existe pas? Parce que l'US Air Force a prétendu que les chemtrails, c'était un canular, et il a répondu « La vérité est qu'il y a un programme entier au département de la Défense nommé Vision pour 2020 qui développe ces armes. » Je tiendrai à dire aussi, dans ce projet de loi-là, on parlait d'armes. On n'était pas en train de parler de solutions pour le climat. Et les chemtrails en faisaient partie. Le 1er juin, je vais être à Québec pour présenter ma conférence « Décoder la matrice et s'en libérer ». C'est à 14h à la scène Le Bourgneuf. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site officiel de la scène Le Bourgneuf et aussi sur mon site web au helloveutsavoir.com/boutique. Et dans cette conférence, on aborde le grand thème de la manipulation par les médias, par la télévision, mais surtout, il y a une grosse portion où on se redonne des outils concrets pour naviguer dans ce monde d'illusions. Et après la conférence, il y aura un cocktail où on aura la chance de se rencontrer. J'ai hâte de vous voir. Parlons du brevet Wells-Bache qui a été déposé en 1990 et ce qu'il visait à faire, c'était d'injecter des particules d'aluminium et de thorium dans la stratosphère en disant que les oxydes métalliques étaient préférables aux sulfites. On se souvient que c'était des sulfites qui étaient insérés pour reproduire le Pinatubo parce que les effets secondaires du sulfite auraient pu être très néfastes. Oui, ils auraient pu créer la destruction de la couche d'ozone. Ah, tiens donc. Mais de mettre de l'aluminium en nanoparticules partout dans l'atmosphère, ça, c'est sûr qu'il n'y aura absolument aucun problème sur notre santé. I came here mostly as a person who's worked in the military-industrial complex, worked on F-106s in the Air Force, had a secret clearance, worked as a consultant to a variety of the top aerospace companies as a conceptual artist and a designer. I've had a secret clearance for a number of years, and I've worked on systems that are still classified today, 20 years later. When you look up at the sun and you see a white haze, that is aluminum floating in the air right now, and it's coming from the aircraft. Now, as it happens, the Air Force conducted a study starting in 1993. It was called In Vitro Toxicity of Aluminum Nanoparticles in Rat Alveolar Macrophages. That's a real fancy way of saying testing the effect of aluminum nanoparticles on the white blood cells in the little air sacs in your lung, the alveoli. And what they found in this 8-year study was that these particles, when you're exposed to them long enough, it suppresses the ability of your white blood cells to defend you from airborne infections coming into your lungs. So it suppresses your immune system. But they also found that these same particles, once they get into your system, they can actually go through the barrier in each one of the cells. They get inside the cells, and these particles can actually suppress the ability of mitochondria, which are in the cells that help to gobble up toxins and things that would be harmful to the nucleus and the reproduction process of the cells in your body. These processes are suppressed, and so essentially by breathing this material in,
your immune system is dramatically suppressed. NASA has also conducted a research program in what they call metallized fuels. We're actually putting aluminum oxide right in the fuel because it has 2 atoms of aluminum and 3 atoms of oxygen. So during the combustion process, it releases all that oxygen and dramatically increases efficiency, but it leaves the aluminum in the air. Il y a un autre brevet qui est souvent associé à Monsanto, mais après avoir approfondi mes recherches, ça semble faux. En fait, ça semble plutôt associé au United States Department of Agriculture, le USDA. Ça a été déposé le 1er septembre 2009 et ça visait en fait à faire des plantes OGM résistantes. Attendez, devinez. À l'aluminium. Il faut dire que le financement de ce brevet, qui est effectif, vient de la Fondation McKnight, la Generation Challenge Program, National Science Foundation et bien sûr l'USDA. Il faut dire que la McKnight Foundation et la Generation Challenge Program sont subventionnés par nul autre que Bill et Melinda Gates Foundation. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de détracteurs qui disent que tout ça n'est qu'une théorie complotiste. On n'a pas de raison de s'en faire. Il faudrait regarder un peu qu'est-ce que les gouvernements ont fait dans le passé. Généralement, quand le gouvernement fait quelque chose d'illégal, c'est top secret. Il ne dit pas à sa population. Mais avec les années qui passent, il y a des pressions qui sont faites par des organismes, par des journalistes qui font des demandes d'accès à l'information et certaines informations donc finissent par être déclassifiées. Alors, on va regarder ce que Claire Sévrac avait à dire après avoir fait des recherches très, très sérieuses et très extensives sur le sujet des chemtrails dans ce livre ici, si jamais ça vous intéresse, La guerre secrète contre les peuples, un livre que je vous recommande fortement. On écoute Claire Sévrac, qui est maintenant malheureusement décédée. En 2004, à la demande pressante de certains journalistes de l'AFP, il y a des documents, beaucoup de documents de l'armée américaine qui ont été déclassifiés et qui portaient tous les détails des opérations qui avaient eu lieu. Et on se rend compte que tous les gens dont je parlais tout à l'heure ne rêvaient pas du tout. C'est-à-dire que pendant qu'ils traitaient tous ces gens-là de fous conspirationnistes, il y a la preuve qu'ils ont épandu sur Vegas, sur San Francisco, sur Corpus Christi, sur le Maryland, sur le sud de l'Angleterre. En 50, par exemple, sur San Francisco, ils ont épandu pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire à partir d'un bateau. On a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur l'A2 qui parlait de Pont Saint-Esprit et des épandages de LSD en France. Il y a eu aussi l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était soi-disant une répétition pour les changements météo en temps de guerre et qui a provoqué l'inondation d'une ville qui s'appelle Lynmouth, où il y a eu 34 morts. En 1953, il y a eu le St. Joe Programme, qui était toute une batterie de tests sur le Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, au Texas. Ils ont épandu des tonnes de sulfure de cadmium de zinc pour déterminer, ça c'est dingue, le pourcentage des populations à qui on peut chimiquement infliger le cancer. C'est marqué dans le document. En 1955, il y a eu la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride, avec des bactéries qui étaient issues des laboratoires militaires, pour tester la capacité d'infecter les gens avec des bactéries. Cuba a déposé plainte en 1997 contre les États-Unis pour épandage en demandant des millions de dollars de dommages et intérêts. En Angleterre, le Guardian aussi a révélé en 2002 un énorme rapport du gouvernement qui confirmait que des essais avaient eu lieu depuis 1940 jusqu'à 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. C'est-à-dire qu'au cas où les Russes attaqueraient, ils préféraient déjà balancer les trucs sur leur population pour voir ce que ça allait faire. Et donc, il y a eu des centaines de tests comme ça pendant la guerre froide sur les militaires et sur les civils, à leur insu, bien sûr. Jusqu'à entre 61 et 68, il y a eu aussi une opération qui s'appelait Large Area Coverage, LAC, où il y a plus d'1 million de personnes qui ont été infectées sur les côtes du sud de l'Angleterre par les bactéries E. coli et Bacillus globigi. Et aussi l'usage d'anthrax et de bactéries bizarres et de germes mortels sur les Caraïbes et sur une île écossaise. Donc en fait, tout ça a existé, il y a les preuves que ça a existé, les documents existent. Donc il faudrait croire maintenant que c'est pas vrai, maintenant ils épandent plus, ça n'existe pas. Quand ce qu'on voit dans le ciel en fait et les substances que l'on retrouve dans la terre,
et dans les analyses de sang, parce qu'il y a Axepica, etc., qui ont fait des analyses de résidus et des gens qui ont fait analyser leur sang, dans lequel on retrouve effectivement du baryum, du strontium. Et en fait, c'est exactement ce qui est décrit dans les brevets, j'en parlerai tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on trouve dans les résidus de chemtrails dans la Terre. Mais bien sûr, ce qu'on nous dit constamment, comme on disait à ces gens-là à l'époque qui pointaient le ciel et ils disaient « Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche », on leur disait qu'ils étaient fous. C'est encore ce qu'on répète à tous ceux qui disent qu'il y a en ce moment, même au moment où on se parle de l'épandage dans le ciel et de façon massive à l'international. C'est important de bien comprendre la trame narrative officielle concernant les contrails ou chemtrails. Alors, on va aller écouter Olivier Boucher, qui est le porte-parole de la géo-ingénierie en Europe. C'est lui qui est le directeur de recherche au CNRS. C'est un nuage qui est artificiel, mais c'est un nuage. Le mécanisme de formation d'une traînée d'avion n'est pas très différent de ce qu'on peut faire simplement en expirant de l'air chaud des poumons, qui est donc humide, dans une atmosphère froide, et on voit donc un peu de buée qui se forme. Donc, selon lui, cette condensation qu'on voit dans le ciel qui s'éternise et qui peut durer une journée entière et devenir finalement un nuage, c'est tout à fait normal, même si on n'a jamais vraiment observé ça avant, quand nous, on était jeunes. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vrai, c'est ça qui se passe. Ça se peut qu'un avion crée des nuages avec sa vapeur d'eau. Le moteur d'avion génère une combustion. Cette combustion, comme toutes les combustions, produit des résidus, donc des particules, et puis de la vapeur d'eau, qui est invisible, et aussi de la chaleur. Et c'est le mélange entre l'air chaud et humide qui sort de la turbine et l'air sec de l'altitude de croisière de l'avion qui provoque la condensation de cette vapeur d'eau en eau liquide et puis ensuite en glace, puisqu'il fait très froid, l'eau se congèle très vite. Alors, si c'était vraiment le cas, il est permis de se questionner pourquoi ça fait des grillages dans le ciel, pourquoi ils font des quadrillés, parce que généralement, il y a des corridors aériens qui doivent être respectés. Il n'y a pas vraiment une réponse officielle qui est fournie à ça. Cependant, quand on vérifie dans nos applications, on peut vérifier le trafic aérien et souvent, les avions qui sont en train de faire ces fameuses traînées de condensation ne sont même pas homologués dans l'application et n'existent pas dans le ciel, mais on les voit. Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale. You create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. Pour justifier le fait que la condensation peut rester très longtemps dans l'atmosphère, c'est de dire que ça dépend des conditions atmosphériques, des conditions météorologiques, de la hauteur à laquelle un avion est en train de voler. Mais il faut dire, d'ailleurs, cette photo-là, je l'ai prise moi-même au Maroc en 2019, on voit dans le ciel un avion qui fait de la condensation et un avion qui semble faire ce qui est une traînée de produits chimiques à côté. Donc, on a la traînée de condensation qui est généralement assez courte et ensuite, on a les traînées, on voit une qui est passée avant, qui a commencé à s'effilocher et devenir une sorte de nuage et l'autre qui est plus récente. Alors, encore une fois, c'est difficile de justifier pourquoi un avion ferait de la condensation et un autre en ferait pas. On pourrait nous répondre, ils ne sont pas à la même hauteur. Cependant, les avions sont obligés de voler à une certaine hauteur. C'est entre 9 et 13 km en altitude. Et c'est dans cette strate-là que ça se passe. Donc, c'est sensiblement les mêmes conditions atmosphériques pour tous les avions qui passent dans le ciel. Le père international de la géo-ingénierie s'appelle David Keith. Il est associé avec l'Université Harvard et il en parle souvent à toutes les sauces. Selon lui, c'est la façon de régler le problème, du moins à moyen ou à court terme, du réchauffement climatique anthropique. Il a même été reçu à Stephen Colbert au Late Show. Et on écoute ce qu'il avait à dire. You could actually spray sulfuric acid in the stratosphere 20 kilometers over our head and use that to stop the planet warming up in a kind of ugly tech fix. You can spray something into the atmosphere to change. Spray pollution into the atmosphere to stop it warming. How do you do this? You'd start with a fleet of modified business jets and say 20,000 tons of sulfuric acid into the stratosphere every year. And each year you have to put a little more. And this doesn't, in the long run,
mean that you can forget about cutting emissions. We will need to rein in No, emissions. we'll get to it eventually. But in the meantime, we're shrouding the earth in sulfuric acid. So people are terrified about talking about this because they're scared that it will prevent us cutting emissions. Right, and also that it's sulfuric acid. We put 50 million tons of sulfuric acid in the air now as pollution, and it kills 1 million people a year worldwide. Okay, but it'll be better if we put more in. We're talking about 1% of that. 1% more, we're just killing 10,000 more people. You can do math. What happens to the sulfuric acid after it's sprayed? Does it just stay up there? No, it rains down, but it's a tiny addition to what Okay. we're already doing. Is there any possible way this could come back to bite us in the end? It actually turns out to be an old idea. This was Really? known since President Johnson. You ever look at those planes up there? They have contrails behind them. Maybe all those planes with the contrails, maybe they're actually spraying chemicals into the atmosphere right now and Uncle Sam isn't telling us. Seems extremely unlikely. That the United States is not telling something to its citizens, that seems extremely likely to me. En 1996, il y a un document qui a été créé par l'US Air Force qui s'appelle Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025. Dans ce document-là, c'est dit de façon explicite que le gouvernement veut posséder des armes qui modifient le climat. Rien vraiment de nouveau sous le soleil, même dans les années 70. Zbigniew Brzezinski, qui était un conseiller en affaires étrangères des présidents Kennedy, Johnson et Carter, avait écrit un livre qui s'appelle « Entre deux âges ». Il dit dans ce livre-là que le climat va devenir l'arme absolue des gouvernements et que les guerres vont être menées en secret dans les prochaines décennies. Genre maintenant. À force de parler de ces choses-là qui n'existent pas, il y a quand même eu des moratoires, il y a quand même une discussion aux Nations Unies, quelque chose qui s'est passé parce que finalement, même si ça n'existe pas, il faudrait quand même en parler, semblerait-il. Et donc, il y a eu un moratoire en 2010 des Nations Unies qui demandait aux 193 pays membres de cesser l'activité de géoingénierie. Et ce qui était dit, c'était que les risques pour l'environnement, la biodiversité, les impacts sociaux, culturels et économiques n'étaient pas pleinement évalués. Donc, un cadre réglementaire mondial, transparent et efficace n'était pas en place. Le moratoire n'est pas juridiquement contraignant car la CBD, la Convention sur la diversité biologique, repose sur des engagements volontaires. Ça, c'est un gros bémol dans ce moratoire-là. Ça veut dire que les pays doivent l'appliquer via leur législation nationale. Mais si on n'a aucune loi dans notre pays qui légifère contre les chemtrails, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de mécanisme d'application globale de ce moratoire-là. Et d'ailleurs, les États-Unis ne font pas partie de la CBD, donc ils ne sont pas tenus de respecter ce moratoire. Et drôlement, toujours encore plus drôle si ça n'existe pas, il y a un traité qui a été passé entre les États-Unis et le Canada à ce sujet. On écoute encore Claire Sévrac. Et la perle dans l'histoire, c'est un traité que j'ai retrouvé par une université canadienne, un traité de 1975 entre les États-Unis et le Canada, qui dit exactement, je cite, « Conscients en raison de leur proximité géographique, que les effets des activités visant à modifier le temps exercés par l'une ou l'autre partie peuvent avoir des répercussions sur le territoire de l'autre partie. » En clair, ils font un traité pour se dire qu'ils devraient se tenir au courant puisqu'ils épandent des deux côtés de la frontière. J'ai du mal à croire que deux pays de la taille des États-Unis et du Canada fassent des traités pour des trucs qui n'existent pas. Alors, vous comprendrez que de plus en plus de gens parlent, plus en plus de groupes font pression parce qu'il semble vraiment que le programme d'épandage soit effectif et ça devient de plus en plus dur, il semblerait, pour ceux-là de se cacher. Alors, ils s'affichent. Comme on l'a vu récemment, le Royaume-Uni qui a dit qu'il allait commencer un programme de gestion du rayonnement solaire. Et on a entendu beaucoup parler dans la campagne électorale de Robert Kennedy Jr. qui en a fait un peu son cheval de bataille. Il avait l'intention de légiférer contre l'épandage dans le ciel. Et on a des États qui sont en train de se positionner pour. Ça avait commencé avant l'élection de Trump, et maintenant on a le Tennessee et la Floride à ce jour, on est au mois de mai 2025, qui se sont positionnés contre l'épandage de ces produits chimiques-là dans le ciel. Aussi, le Mexique l'a fait. J'ai passé mon hiver au Mexique. Le ciel était fabuleux, bleu. Jamais de condensation laissée par les avions. J'imagine que les conditions atmosphériques sont complètement différentes au Mexique. Une question qui s'impose, c'est oui, mais ces gens qui sont en train de voler les avions, de faire cet épandage-là, pourquoi ils ne le disent pas?
Bien, il faut certainement prendre en considération que ce qui est dit, c'est qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ces gens-là, ce sont comme des héros, probablement, dans leur tête. Grâce à eux, on ne boue pas. Alors, ils doivent avoir l'impression qu'ils font le bien. Parce que la plupart des gens qui ont fait le mal dans l'histoire l'ont fait au nom du bien, en étant vraiment profondément convaincus que c'est ce qu'ils faisaient. Il y a eu des témoignages de pilotes sous le couvert de l'anonymat, donc bien entendu, on peut débattre est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas, mais je vous invite à lire ce livre si vous voulez plus de témoignages de pilotes qui ont parlé. Dans le livre, il y a plusieurs de ces personnes-là qui sont décédées dans des conditions suspectes, donc j'imagine que ça amène plusieurs lanceurs d'alerte à se garder tranquille et ne rien dire. Aussi, la plupart perdent leur emploi, perdent leur réputation, donc c'est sûr que c'est pas vraiment tentant de parler, surtout quand tu as l'impression que tu fais le bien. L'autre affaire qui est importante à considérer, c'est oui, mais les gens qui se font pulvériser, ceux qui mettent les produits chimiques dans l'air, ils le respirent aussi. C'est vrai. Et il y a quelque chose qui existe, mais qui est très méconnu encore parce que la technologie n'est pas vraiment à point. Ça s'appelle la thérapie de chélation. C'est une procédure médicale qui vise à retirer les métaux lourds de l'organisme, du corps, en y insérant un chélatant qui va attirer les métaux lourds à lui. Et ensuite, on va expulser cette matière-là de notre organisme. C'est pas à point encore parce que c'est pas sélectif et ça peut éliminer même les bons minéraux, les bons métaux qu'on a dans le corps. Mais cependant, on peut imaginer que cette technologie est peut-être plus développée qu'on le pense et que ceux qui en ont vraiment, vraiment besoin, qui ont vraiment beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, peuvent y avoir accès. Von Neumann pensait que si l'on pouvait prévoir la météo grâce à un ordinateur, on pouvait aussi créer la météo qu'on souhaitait. On pouvait modifier certaines variables atmosphériques de manière à obtenir le temps qu'on désirait. On pouvait faire tomber la pluie, on pouvait provoquer un temps sec, on pouvait dégager le ciel ou faire tomber la neige. Et on pouvait le faire quand on voulait et où on voulait. À partir de là, l'armée américaine a été fascinée à l'idée de pouvoir provoquer la météo qu'elle souhaitait, quand elle voulait et en toutes circonstances. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. Alors, c'était mon introduction à la géo-ingénierie et la théorie complotiste des chemtrails. Il y aurait beaucoup plus à dire. On pourrait parler de HAARP, on pourrait parler du GIEC, on pourrait parler de la supercherie du réchauffement climatique ou du moins de l'alarmisme climatique. J'en parlerai assurément dans des prochaines capsules. Je pense qu'il y a beaucoup de conscientisation à faire. Au moment où on se parle, on respire cet air-là, on vit dans un endroit qui est potentiellement intoxiqué si c'est vrai qu'il y a des chemtrails dans le ciel. Je vous laisse en juger par vous-même, mais je vous invite à regarder plus souvent votre ciel. Peut-être que juste regarder, ça va suffire à vous convaincre.